Bien. Donc on va essayer effectivement de repositionner un petit peu le problème gériatrique, de savoir un peu où est le curatif, où est le palliatif, quand est-ce qu'on est en fin de vie ou pas, est-ce que c'est des diagnostics comme vient de nous le dire Nadine, est-ce que c'est plus tard, qu'est-ce qu'on fait? Alors pour tenter d'appréhender ça, je vais essayer de modéliser. Donc sur un graphique, donc on va faire un peu de maths. Alors on va se mettre là, ici à T0. T0, donc le moment du diagnostic d'une maladie grave, quelle qu'elle soit, et ici aujourd'hui plus particulièrement donc d'une maladie dégénérative, peut-être d'une maladie d'Alzheimer. Ici en abscisse, on a le temps qui passe. Donc le temps qui passe, donc la maladie qui évolue inéluctablement, tranquillement. On n'a pas de traitement, on l'a dit tout à l'heure, et je pense qu'on est assez loin d'en avoir un. Et puis, en ordonnée, on va mettre les soins. Donc on a les soins avec 100% de soins. Donc là, on a l'ensemble des soins qu'on peut donner à une personne malade. Et d'une manière extrêmement générale, si je vous demandais là, vous me diriez, grosso modo, on est en dichotomie. Le patient, il est en curatif ou il est en palliatif. Comme si on faisait 100% de curatif et que brutalement, du jour au lendemain, on passait à 100% de palliatif. On entend ça très régulièrement. Votre patient, il est en curatif ou il est en palliatif? Est-ce qu'on le met là? Est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne fait pas? C'est ce qu'on entend très régulièrement. Les soignants nous le demandent très fortement aux médecins. Tout à l'heure, on a entendu les urgentistes, les réanimateurs, on fait quoi? On est où? Mais ça, est-ce que c'est réellement ce qui se passe en clinique? Est-ce que c'est réellement ce que l'on vit? C'est en fait tout à fait artificiel. D'abord, c'est artificiel pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi, du jour au lendemain, brutalement, un patient passe du curatif au palliatif? Vous savez, comme les yaourts où il y a la date limite de consommation. Qu'est-ce qui se passe le soir à minuit dans ce yaourt, là, brutalement, hein? Voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? Quelle est cette décision-là qui fait que d'un seul coup, et Dieu sait que j'en ai vu, d'un seul coup, on arrête tous les traitements, tout, pour se contenter de... et j'ai même entendu un interne qui disait c'est pas normal, il est mort, il n'avait pas de la morphine, il n'avait pas la scopo, il n'avait pas l'hypnovel, donc il n'était pas en palliatif. Il fallait qu'avoir les trois, autrement, c'était pas bien, il n'était pas mort comme il fallait. On est vraiment dans quelque chose qui ne tient pas la route. Et la deuxième chose pour laquelle ça ne tient pas la route, c'est qu'en fait ça ne considère que la maladie causale. En fait, là, on ne parle pas d'une personne, on parle d'une maladie. Il est en curatif ou en palliatif pour la maladie causale. Mais on a le droit de faire des pathologies intercurrentes. Donc, j'ai une maladie évoluée, un Alzheimer très évolué, je fais une bronchite. Je peux être curatif pour la bronchite tout en étant palliatif pour l'Alzheimer. Alors déjà, est-ce qu'on met deux schémas l'un sur l'autre? Comment on fait? C'est absolument impossible. Mais j'ai vu un médecin se faire agonir par des infirmières parce qu'il avait dit que le patient était en palliatif et parce qu'il donnait un tout petit peu d'augmentin pour une bronchite. Les infirmières disant, mais t'as dit qu'il était en palliatif, pourquoi tu lui donnes un traitement curatif? Ça vient de ce schéma-là. Donc, il faut arrêter de raisonner sur une seule maladie et essayons de raisonner sur un patient. En fait, donc, soins continus. Donc, on est toujours dans le même schéma, on a toujours notre T0 et le diagnostic. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que, au fur et à mesure du temps qui passe, on fait de plus en plus de soins symptomatiques, de soins de confort, et de moins en moins de soins curatifs, ou en tout cas des soins de moins en moins agressifs. C'est ça qui se passe en réalité. Donc on va privilégier de plus en plus le confort du patient, et ce glissement progressif, qui n'est d'ailleurs pas régulier, puisqu'on va s'adapter au fur et à mesure de l'état du patient, il se fait certes en fonction de l'évolution de la maladie causale, mais il se fait également en fonction
de l'état du patient, de son état physique, de son état psychologique, de son contexte social, de son contexte spirituel, de sa volonté et de ses désirs. Et ce n'est qu'à partir de tout ça que l'on va pouvoir se décider. Et ce n'est que tout à fait en fin de vie, les derniers jours, la phase dite terminale ou la phase agonique, ce n'est que là que l'on fera plus que du soin de confort. Alors, bon, c'est un joli schéma, moi je l'aime bien, mais qu'est-ce qu'il nous dit en concret? Alors, on va prendre un exemple, on va prendre un patient à qui on aura décidé qu'il était là. On essaiera de voir tout à l'heure comment on fait pour décider où on est, mais il était là, donc à peu près, on va dire 50% curatif, 50% palliatif. Donc il est là, et puis il y a un événement quelconque qui se passe. Alors qu'est-ce qu'on fait? Si on fait des soins ici, c'est-à-dire que si on fait des soins qui sont seulement 20% dans le confort et 80% dans le traitement, on est dans l'obstination des raisonnables. Enfin, on est en tout cas dans le traitement des raisonnables. On est dans l'acharnement thérapeutique. À l'inverse, si vous faites des soins là, c'est-à-dire que si vous privilégiez largement le confort sans pour autant mettre tout le nécessaire au-dessus que vous pourriez faire, vous êtes dans l'abandon thérapeutique. Vous n'avez pas donné toutes ces chances à ce patient. Donc, clairement, en fait, cette courbe, cette droite, un peu bizarre, hein, elle va venir nous symboliser un petit peu donc, le chemin, quelque part, entre l'acharnement thérapeutique et l'abandon. Et tout l'art du médecin, tout l'art des soignants, tout l'art de la discussion en équipe soignante sera de tenter, au cas par cas, de situer le patient quelque part sur cette courbe. Si possible, un petit peu en amont, pour savoir réagir au moment où va se passer un épisode. Mais donc ce n'est que cette discussion qui va permettre de nous positionner là. Alors pour comment se positionner, je vous renvoie entre autres aux 10 questions de René Sebag-Lanoé, qui restent quand même la base de l'entrée, entre guillemets, en soins palliatifs en gériatrie. Je ne vais pas les citer là, mais je vous renvoie à ça. Enfin, une dernière particularité, dans les maladies dégénératives, et en tout cas dans l'Alzheimer, qui est celle que je connais le mieux, c'est encore plus compliqué, puisqu'en fait, cette phase terminale, elle est extrêmement irrégulière. Combien de fois avons-nous eu l'impression que le patient allait mourir, qu'il était vraiment en fin de course? Et que, sans que rien ne se passe, d'ailleurs généralement on n'a donné aucun médicament, on n'a rien fait, on en a enlevé d'autres, alors c'est peut-être parce qu'on a enlevé des médicaments, hein. Mais d'un seul coup, le patient va mieux, spontanément, et il est reparti pour un temps plus ou moins long, quelquefois assez long, avec moins, où il nous paraît de nouveau relativement présent. Ça pose beaucoup de difficultés pour la prise de décision, aussi bien médicale que soignante, mais ça pose aussi beaucoup de difficultés vis-à-vis des familles. Comment se positionner quand à un moment on a eu l'impression que son proche allait mourir et qu'il n'est pas mort et que 3 semaines après ça recommence et que ça recommence. Vous connaissez ces familles à qui on a déjà annoncé 4, 5, 6 fois la mort imminente de leurs proches et qui n'est toujours pas mort et qui finissent par vous dire au téléphone, bon, ce coup-ci c'est le bon ou pas? Donc en fait, là, les échanges vont être fondamentaux pour réussir encore plus dans la maladie d'Alzheimer à se positionner. Je vous remercie.